Bon, il est 20h30 pour être dans le timing, on va commencer. Bonsoir à tout le monde. Merci à nouveau d'être présent ce soir. Vous avez dû recevoir cette semaine des liens pour revoir certaines des sessions enregistrées. Si vous voulez les regarder, n'hésitez pas, surtout si vous les avez manquées. J'en profite pour remercier Diane qui ne participe pas aux réunions le soir, mais qui fait tout le back-office de cette affaire-là. Et c'est elle qui gère tous les envois de réunions et tous les petits montages qu'elle fait avec les vidéos et toutes les mises en ligne. Voilà, elle ne nous entend pas, mais elle nous entendra quand elle fera le montage de cette session. Merci Diane. Ce soir, on va parler de l'asepsie en salle d'opération. Euh, c'est un sujet évidemment extrêmement important dans un bloc opératoire. C'est une asepsie qui n'a rien à voir avec celle qu'on demande aux gens dans la rue. Pour éviter de se passer le Covid, là, c'est beaucoup plus strict. Et donc, il fallait la réunion de multiples compétences pour faire la présentation. Donc, Isabelle, voilà, notre pharmacienne, a collaboré avec Sylvie Baptiste, qui est aux côtés de Stéphane au bloc opératoire dans l'organisation, et de Agathe Mallet, qui est une des assistantes opératoires du CCOS, qui est surtout fraîchement ultra diplômée de l'école d'IBOD. Voilà, on a, je pense, plein de messages qui vont nous être passés. Donc, mesdames, je vous laisse la parole pour cette présentation qu'on va, comme d'habitude, essayer de tenir en une demi-heure pour essayer de faire le petit questionnaire et quelques questions à la fin. Une petite information de dernière minute, Stéphane Ariat vient d'envoyer un message en disant que Sylvie Baptiste a un problème personnel et ne pourra pas se connecter ce soir. Donc pour Isabelle et Agathe, voilà, ne comptez pas sur elle ce soir et on lui donnera la parole lors d'une prochaine session. Merci. Alors, bonsoir à tous et à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour cette session de formation. Comme disait le docteur Gravelot, c'est un vaste sujet, l'hygiène déjà d'une manière générale et encore plus au bloc opératoire. Donc, on va essayer de faire un panorama un petit peu de tout ça. Et après, si vous avez des questions, au fur et à mesure, il faudra poser des questions qui vous viennent au fur et à mesure de la formation. On va parler un petit peu du bloc opératoire, dès la tenue vestimentaire qui est essentielle, de l'hygiène des mains, des comportements en salle d'intervention, de quelque chose qui est très important dans la gestion du risque infectieux qui est tout ce qui est air, traitement de l'air, et enfin le bio-nettoyage. Qu'est-ce que c'est qu'un bloc opératoire? C'est une unité à haut risque infectieux, sachant que le risque infectieux, c'est le risque le plus structurant du bloc opératoire. C'est une zone protégée qui est soumise aux règles de l'asepsie progressive. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette asepsie progressive. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un concept selon lequel on va avoir un certain nombre de douanes, de sas, qui vont permettre de réduire le transfert des particules porteuses de micro-organismes des zones contaminées vers le bloc et ainsi limiter le risque de contamination de la plaie opératoire. Cette asepsie progressive nécessite des mesures d'hygiène spécifiques et des comportements adaptés associés à des paramètres environnementaux déterminés. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Les SAS, quels sont-ils? Il y en a à l'entrée du bloc, au niveau de l'enceinte opératoire, au niveau de la salle d'opération et enfin au niveau de la zone vraiment opératoire. Chacune de ces zones bénéficie d'une protection contrôlée et on a une pression intérieure croissante depuis l'extérieur jusqu'à la partie opératoire, de manière à avoir des surpressions qui vont permettre d'éviter l'entrée des germes dans les pièces les plus contrôlées. Que doit-on respecter? Naturellement, il y a un passage obligé par un vestiaire où on va retirer la tenue civile qui est potentiellement contaminée. On enlève les bijoux et les effets personnels. On revêt obligatoirement une tenue adaptée et spécifique au bloc opératoire et on va réaliser une hygiène des mains. La tenue opératoire, on va passer rapidement, vous la connaissez tous. Elle est constituée d'une tunique et d'un pantalon, d'un coiffant, de sabots et d'un masque. 0 bijoux aux mains et aux poignets. C'est jamais mauvais de le répéter.
La tenue de bloc, le pyjama. Donc, vous savez que c'est une barrière en non-tissu ou en tissu barrière de qualité. Au sein du bloc, vous avez des personnels qui ont effectivement du non-tissé, ceux qui sont dans les salles de bloc, et tous ceux qui naviguent autour, ça va être des pyjamas en tissu. Ils doivent être imperméables aux liquides et aux particules, permettre de protéger et le patient et le soignant, et autant que faire se peut, resserrer aux extrémités avec plus ou moins la tunique dans le pantalon. Ça, c'est la théorie. Cette tenue de bloc, ce pyjama, ne doit en aucun cas dépasser la porte du vestiaire et doit donc obligatoirement être retiré pour la prise des repas à l'extérieur du bloc. Dès qu'on sort du bloc, on retient la tenue, ou si on garde la tenue en dehors du bloc, je pense par exemple au chef de bloc qui doit se rendre dans d'autres parties de la clinique. À ce moment-là, quand il revient au bloc, il va se changer à nouveau. Le coiffant, lui, va englober la totalité de la chevelure et chez nous, c'est un coiffant à usage unique. Il peut s'agir, comme vous le savez, d'une charlotte, d'une cagoule, d'une coiffe élastiquée, d'une coiffe à nouer ou d'un calot. Le masque, quant à lui, donc c'est un masque chirurgical type 2R, obligatoire à l'entrée de la salle d'opération, même en l'absence du patient. C'est quelque chose qui me semble important à repréciser, en particulier à la fin des programmes. Dès que vous rentrez malgré tout dans une salle, même si elle est vide, vous devez porter le masque. Il est changé entre chaque intervention et ou toutes les 3 heures maximum, ou naturellement dès qu'il est humide ou en cas de soudure ou de projection. Il doit recouvrir le nez, la bouche et le menton, jamais autour du cou et jamais dans la poche. Avec la crise sanitaire et le Covid, on n'a plus ce type de problème. Mais il y a une époque où effectivement, on pouvait avoir des personnels qui, dès qu'ils étaient en dehors de la salle, alors retirer le masque, ce n'est pas un problème, mais le garder autour du cou, c'est ça qui n'était pas conforme. Maintenant, tout le monde garde son masque et ça, c'est parfait. Les sabots réservés au bloc opératoire, il faut savoir qu'ils sont nettoyés et désinfectés en machine tous les jours. Alors ici, j'ai repris un tableau où, en fonction des différentes zones, on ajoute à chaque fois un élément de protection. Donc, dans tout le reste de la clinique, à l'exception du bloc, c'est la tenue de base. Dès qu'on va être en salle de réveil, dans les circulations, en salle de repos, ou le bureau du bloc, ce sera la tenue de bloc, les coiffants, le sabot. On rentre dans des zones qui sont plus à risque, on rajoute le masque. Et enfin, en zone opératoire, on va rajouter pour les chirurgiens, on les adopte la casaque stérile et les gants stériles. L'hygiène des mains, c'est une des conditions pour gérer le risque infectieux. Donc, naturellement, les ongles courts et sans vernis, jamais de faux ongles. Les avant-bras et les mains nues sans bijoux et avec des manches courtes. Et il faut savoir que le port de bijoux, y compris une alliance lisse, d'une montre ou de bracelet, est associé à des contaminations persistantes des mains. C'est ce qu'on voit ici. En fait, on pose, on met à cultiver une alliance, des bagues ou une montre, et ça, ce sont les colonies bactériennes qui se développent. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, très important. Sur le lavage des mains. Donc là, c'est vraiment, le but est d'éliminer les salissures, réduire la flore transitoire. Donc, comment ça se passe? On se mouille les mains, on prend suffisamment de savon doux pour recouvrir toutes les surfaces des mains et se les frictionner. On se savonne pendant au moins 30 secondes. Ça, c'est quelque chose qui est important, sans dépasser 1 minute. Après, on peut avoir des problèmes de lésion des mains à terme. Les 7 étapes, je les recite, vous les connaissez, j'imagine. Paume contre paume, le dos des mains, les espaces interdigitaux, le dos des doigts, le pouce, la pulpe des doigts et les poignets. Avant la désinfection chirurgicale par friction, on va ajouter le brossage des ongles seulement au premier lavage de la journée. Ce n'est le brossage des ongles entre chaque intervention n'est plus quelque chose qui est recommandé, enfin, ce n'est plus dans les recommandations, on va dire. Et le lavage on va également ajouter le lavage des avant-bras et des coudes. On rince et on sèche en partant de l'humain à usage unique.
Pour ce qui est de la friction qui va suivre le lavage des mains, donc là, on fait un lavage des mains. Idéalement, il faudrait attendre 10 minutes. C'est ce qui est optimum. Et là, on va prendre suffisamment de solution hydroalcoolique afin de pouvoir réaliser une friction pendant au moins 45 secondes. 45 secondes, c'est le temps nécessaire pour que le produit soit efficace. Et on va se frictionner les mains jusqu'au séchage complet. Ça ne sert à rien de souffler sur les mains ou les remuer. Il faut vraiment se frictionner jusqu'au séchage complet. Et on a le même protocole que pour le lavage. Donc, paume contre paume, le dos, etc. Dans le cadre de la désinfection chirurgicale, les personnes qui doivent faire cette friction doivent faire 2 frictions successives. Lors de la première friction, on va rajouter les bords cubitaux au niveau des mains, les manchettes, le long des avant-bras et les coudes. Lors de la deuxième friction, ce sera la même chose, ajoutée naturellement aux étapes précédentes. La deuxième friction, on va refaire la même chose, coude exclu. Quand va-t-on réaliser une hygiène des mains? Donc, le lavage, ça va être en début de programme. En cas de contact avec un produit biologique d'origine humaine, en cas de mains visiblement souillées, évidemment, et si nécessaire, au retrait des gants. Quant à la friction, ce sera avant et après avoir touché un patient ou l'environnement du patient, avant un geste aseptique, après un risque d'exposition à un risque biologique ou entre 2 interventions. On va aborder un autre point maintenant qui est la circulation et le déplacement en salle. Donc, chacun doit respecter de bonnes conduites. Donc, limiter le nombre de personnes en salle. Voilà, ça paraît évident. Respecter la zone périopératoire. Le comportement et la gestuelle doivent être adaptés pour limiter l'émission de particules. On va essayer de limiter autant que faire se peut les conversations, les allées et venues, respecter les fermetures de portes, même si ce n'est pas toujours facile au cours d'une intervention, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Respecter la tenue vestimentaire et respecter les règles d'asepsie. Alors pourquoi vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. Parce que la maîtrise du taux d'infection du site opératoire passe avant tout par une réduction du taux de particules qui sont susceptibles de véhiculer les éléments sources de contamination bactériologique. Il faut savoir que jamais une bactérie se promène comme ça toute seule dans l'air. Elle est forcément véhiculée par une particule. Et donc, on va travailler dans des environnements propres avec des traitements d'air et on va veiller à limiter autant que faire se peut les mouvements des personnels au sein de ceux-ci. Petite image, je pense que tous ceux qui ont fait un petit peu d'hygiène ou connaissent cette image, c'est le nombre de particules émises par 1 minute en fonction de l'activité. Donc, vous voyez qu'on ça monte très vite et très haut, très rapidement. De la même façon, quand on parle, quand on parle pendant 1 minute, on va émettre 15 à 20 particules à la minute. Et pour la lettre P, on peut comprendre que c'est 100 particules. La lettre D, 30 particules, le diamètre inférieur à 0,5. Comment est-ce qu'on va essayer de maîtriser cette contamination aéroportée? Alors déjà, on va, les impératifs pour maîtriser ce risque infectieux dû à l'environnement, on va éliminer les pollutions qui proviennent de l'environnement extérieur. Ça va être la filtration qui est gérée par les centrales de traitement de l'air avec des filtres qui sont tout à fait normés et très performants. On va éliminer les pollutions provenant des locaux voisins grâce à une surpression dans la salle par rapport au couloir, de manière à ce que quand on ouvre la porte, l'air passe de la salle vers le couloir et non pas l'inverse. Et on va éliminer les contaminations produites par les personnes en essayant d'assurer un taux de brassage de l'air suffisant. Dans des salles de bloc, vous avez des bouches de soufflage et des bouches de reprise. Et on va contrôler la température des salles également. Le traitement de l'air est déterminé en fonction de sa classe ISO. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Juste pour information, les salles de bloc de la clinique du sport sont toutes en ISO 5, ce qui est une excellente classe de propreté. Et vous voyez, ça détermine en fait le comptage particulaire. Quand on fait faire une qualification de salle, il compte le nombre de particules
le nombre de particules en fonction des diamètres. Donc, nous, on est en ISO 5, ce qui est une très bonne classe de propreté. Mais il n'y a pas que ce comptage particulier, il y a aussi la cinétique d'élimination des particules. Donc, on part sur un modèle avec des particules de 0,5 microns et on va calculer, enfin, on va mesurer le temps qu'il faut pour que 90% de ces particules soient éliminées. Là, il y a un tableau qui va jusqu'à CP5, c'est-à-dire inférieur à 5 minutes. Aux dernières qualifications de la clinique qui ont eu lieu au mois de décembre, on était à CP1. Donc, vous voyez que c'est un traitement d'air qui est extrêmement performant. Et enfin, on a une classe de propreté microbiologique, c'est ce qu'on appelle l'aérobiocontamination. Donc là, ils ont des petites particules qui filtrent, ça passe à travers une boîte de pétri et on regarde combien il y a de colonies qui poussent. Et de la même façon, aux dernières qualifications, comme les autres années, hein, on était en M1, c'est-à-dire inférieur à une UFC, ça veut dire unité formant colonie. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur les images avec les bagues. À chaque fois qu'il y a un petit point, c'est une unité formant colonie. Comment est-ce ce qui est important au niveau du comportement, de la circulation, des déplacements en salle, bon, les règles d'asepsie à respecter sont les suivantes. Donc, vous avez bien compris que l'importance de la vérification de la valeur de la pression dans la salle lors de l'ouverture de la salle. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous tracez sur le formulaire d'ouverture de salle. Ensuite, vous allez vérifier à nouveau cette pression avant chaque intervention. Tout ça, c'est quelque chose qui est tracé. Ce qui est important aussi, c'est qu'il va falloir signaler toute faute ou toute anomalie que vous relevez. Il faut la signaler et au chirurgien et au chef de bloc, voilà, de manière à mettre en œuvre les mesures qui s'imposent dans ce cas. Il va falloir respecter les zones stériles du champ et de la table et respecter les circulations d'air. Les bouches de reprise que vous avez dans les salles, vous en avez en partie basse, vous en avez aussi en partie haute, elles ne risquent pas d'être occultées, mais en partie basse, elles peuvent être occultées par du matériel, etc. C'est important de vérifier que ces reprises sont libres d'accès, de manière à ce qu'il y ait une bonne circulation de l'air, le plan et les reprises. Et on va essayer de maintenir les portes fermées autant que faire se peut. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions concernant ce traitement de l'air, l'hygiène des mains ou l'habillage? Excusez-moi, j'ai peut-être moi une question par rapport à l'hygrométrie. On a souvent des problèmes au niveau de l'hygrométrie en salle, qui est toujours inférieure à 50. Donc, est-ce que ça a une réelle importance ou pas? Est-ce qu'on doit y faire attention? Alors, ça fait pas partie de l'hygrométrie des paramètres pour la norme. C'est très variable en fonction aussi de la température extérieure. Dernièrement, on a remarqué, hein, parce que j'avais regardé effectivement les formulaires d'ouverture de salle où on avait une hygrométrie qui était inférieure, qui était de l'ordre de 25. Ça n'a pas d'impact sur la qualité du traitement de l'air. D'accord. Voilà. En fait, l'hygrométrie. Au niveau de la température, c'est pareil, vous devez relever la température. Alors, il est bien évident que si vous avez une température à 30 degrés dans la salle, ça peut avoir un impact sur la survenue ou sur la contamination de la plaie opératoire. Mais c'est plus un paramètre de confort. Pareil, dans la qualification des salles, c'est indiqué, mais à titre indicatif. Voilà. C'est plus un paramètre de confort, la température. Oui, donc l'hygrométrie, si le matin on arrive et qu'elle est à 25, on signale juste notre chef de bloc, les chirurgiens, mais on peut commencer les interventions parce que ça nous est arrivé plusieurs matins. Je pense que c'est important de le signaler parce que le responsable de la maintenance au niveau de sa GTC peut avoir une action au niveau des CTA et remonter, enfin, voilà, avoir une action en tout cas sur cette hygrométrie. Donc c'est important, c'est toujours important de le signaler dès qu'il y a un des paramètres qui vous semble suspect en tout cas. D'accord. Malheureusement, tous les jours, on est en hygrométrie basse, on est inférieur à 50. Moi, je l'ai remarqué la semaine dernière.
Donc, j'ai eu une action auprès de Stéphane Boucheron de la maintenance pour voir si c'était un paramètre qui était, qui était une alerte ou pas sur sa GTC. Demain, si c'est maintenu, on a la maintenance des CTA qui doivent passer pour vérifier les sondes, etc. Voilà, donc on a une action par rapport à ça. D'accord. Par rapport à ça, par rapport à la température et par rapport aux pressions aussi qui sont indiquées. Voilà, c'est important de vérifier que les indications des sondes sont fiables, quoi. Voilà, c'est quelque chose qu'on va aborder avec eux demain aussi. En revanche, si je puis me permettre, une hygrométrie qui va être supérieure à 70, ça m'est déjà arrivé, on n'a pas pu tourner dans la salle, le sol était complètement mouillé. Oui, Pauline, c'est ce que j'allais dire. En fait, l'hygrométrie, là où elle devient problématique, c'est quand elle est, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Elle devient problématique quand elle est au-delà de 65, puisque là, ça majore le risque infectieux. Quand c'est en dessous de 50%, c'est problématique, surtout par rapport au tissu. Et c'est peut-être le chirurgien qui peut trouver une problématique au niveau au niveau des tissus lorsqu'il opère, mais c'est vraiment quelque chose qui est moindre. C'est quand elle est au-dessus, il y a une forte humidité, et là, ça majore vraiment le risque infectieux. Et là, en effet, il peut se poser la question de l'ouverture de salle ou pas. Mais voilà. Est-ce que vous avez souvent des hygrométries supérieures à 65? Non. Non. Ok. On va parler. Alors, je ne sais pas si ça a été abordé ce sujet par Mélanie lorsqu'elle a parlé de la stérilisation. On va refaire un petit point sur les emballages des produits qui sont stérilisés à la clinique ou des prothèses. Voilà. Alors, ce qu'on appelle un système d'emballage stérile, ça comporte deux choses. La barrière stérile, c'est celle qui est au plus près du matériel et l'emballage de protection. Ça, c'est important. C'est-à-dire que nous, on est au minimum en double poche ou en container, etc. Mais il y a des établissements qui sont en simple poche et qui ont un emballage de plastique qui n'est pas stérile par-dessus. Voilà. Bon, nous, ce n'est pas le cas. Donc, chez nous, c'est effectivement au minimum du double poche. Donc, avant d'utiliser le matériel, il va falloir vérifier que les informations qui sont présentes sur l'étiquette de traçabilité, ça c'est bien évident. Pour ce qui est de tout le matériel qui est stérilisé au sein de la clinique, c'est vérifier que le container il est complet, voilà, vérifier la date de péremption, vérifier le virage de l'indicateur de passage en autoclave et l'intégrité du système de barrière stérile. Et ne jamais utiliser un matériel dont le système de barrière stérile est percé. Ça, je le dis, enfin, je sais que tout le monde le sait. Que faire en cas de présence d'eau dans les emballages? Alors, ça, il s'agit d'une non-conformité. Donc, le chirurgien doit absolument être prévenu, autant que faire se peut. Ça arrive souvent, ça peut arriver dans les ancillaires, et c'est quelque chose qu'on voit au moment où on ouvre l'ancillaire. Donc, si on peut changer l'ancillaire, si on a un ancillaire et qui va très bien, on va le changer. Si c'est impossible parce qu'il n'y a pas d'ancillaire équivalent, à ce moment-là, la décision revient au chirurgien qui se doit d'évaluer le risque en fonction des paramètres de stérilisation. On peut effectivement imaginer qu'une date de stérilisation ancienne, il y a un risque potentiel théorique qui est plus important que si la boîte a été stérilisée la veille. Voilà. On me prévient, ainsi que la responsable de stérilisation, et on va noter tout ça dans le dossier du patient. Ensuite, est-ce que Agathe, tu veux décrire ça ou est-ce que je continue? Bien sûr, je peux prendre la main. Donc en pratique, pour vérifier l'intégrité des emballages, donc du coup il y a un contrôle qui est visuel. L'emballage extérieur, donc tout ce qui est intégrité des soudures, puisque vous voyez il y a toujours un sens avec comme une flèche qui montre là où il y a eu les soudures, donc il faut que les soudures soient intactes et qu'il y ait des présences de plomb, enfin de clans au niveau des containers.
Et pareil que le virage de l'indicateur soit passé, ça vire au marron noir. Il faut ouvrir le premier emballage, vérifier donc du coup l'intégrité de ce premier emballage. Donc poser l'ancillaire sur le guéridon et vérifier l'intégrité. Et après ouvrir le second emballage, ce qui permet en fait, s'il y a un trou et que l'aide opératoire ou le chirurgien prennent le matériel, que ça soit stérile, puisqu'on aura déjà vérifié le premier emballage. Et il faut avoir le feu vert, donc du coup, des filles de salle pour pouvoir poser le matériel sur nos champs stériles. Donc voilà, si c'est OK, on pose notre matériel sur notre champ. Pour la technique d'ouverture, donc au niveau des sachets, on peut voir qu'il y a un côté qui est prévu à cet effet. On détache bien les extrémités latérales, donc en mettant bien, comme vous le savez, les mains à l'extérieur. Il faut tenir fermement les extrémités et ouvrir de façon symétrique avec les doigts à l'extérieur. Pour les boîtes et ancillaires, il faut soulever en tenant le couvercle bien droit et les doigts à l'extérieur du Agathe, Oui. Je vais continuer. Alors, je ne savais pas si on t'entendait plus, Agathe, ou si on avait perdu le micro. Voilà. Je vais continuer. Alors, au niveau des gestuels, donc toujours avoir les bras tendus et des gestes amples, rester en retrait du matériel ouvert. Je pense que ça, c'est des choses que vous faites au quotidien, mais c'est bon de les redire. Les gestes effectués à l'intérieur ou à proximité du champ stérile doivent être limités afin de ne pas contaminer la zone. Le matériel non stérile doit être manipulé loin du champ ou de la table de travail. Il faut éviter de passer les bras au-dessus d'une table ou d'un champ stérile. Éviter de marcher entre deux champs stériles. Éviter de tourner le dos au champ stérile. Préserver de tout contact le devant de la blouse stérile quand il est nécessaire d'être près d'un patient. Et enfin, le matériel stérile douteux doit être considéré comme contaminé, ainsi que les zones stériles qui ont possiblement été touchées. Alors, un autre point important, c'est, vous le savez, naturellement, le bio-nettoyage des surfaces et des sols. Alors, c'est toujours difficile de démontrer qu'une infection est due à une surface qui n'était pas propre, mais enfin, bon, le doute persiste malgré tout. Ces surfaces sont des vecteurs possibles secondaires pour les mains et le matériel. Elles contribuent aussi à l'aérobiocontamination. Donc, quand est-ce qu'on va faire ce bio-nettoyage? Avant l'ouverture de salle, entre chaque intervention, en fin de programme. Et le prestataire de nettoyage va assurer des bio-nettoyages périodiques plus poussés. Donc, au niveau hebdomadaire, il va y avoir un lavage mécanique des sols, le nettoyage des bouches d'aération et les murs entiers, les vitres étant incluses. Et d'un point de vue mensuel, les plafonds sont nettoyés également. Donc, le bio-nettoyage des surfaces hautes, ça se fait par essuyage humide, comme vous le savez, avec un détergent désinfectant. Essuyer en un seul passage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas repasser 2 fois sur la même zone. On laisse sécher et on procède toujours du propre vers le sale et du haut vers le bas. On change de chiffonnette entre chaque zone. Chaque zone, ça va être par exemple la table d'intervention, le respirateur, etc. Le bio-nettoyage des sols, lui, se fait par lavage avec un balai plat et toujours respecter le temps de séchage qui est garant de l'efficacité du produit. Voilà, vous savez, j'ai remis là les petites affichettes que vous voyez sans doute et qui sont importantes. Voilà, bon. Cette petite pancarte bleue, là, elle est mise après la réalisation du bio-nettoyage d'ouverture par Elior. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette petite affichette bleue,
il faut s'interroger et il faut aller chercher l'information. Est-ce que ma salle a bien été bio-nettoyée ce matin? C'est important. Celle-ci, la orange, s'est mise après la réalisation du bio-nettoyage d'ouverture par l'IDE et avant le début de la première intervention. Donc ça, c'est quelque chose qui reste en place pendant toute la durée d'utilisation de la salle. Et elle est mise également, enfin, elle reste en fin de programme après le bio-nettoyage de fin d'intervention faite par l'IDE et avant le reconditionnement. Cette pancarte verte, eh bien, c'est le reconditionnement est fait et ça informe Elior que la salle peut être bio-nettoyée dans le cadre du bio-nettoyage de fin de programme. Et enfin, celle-ci, c'est une fois que le bio-nettoyage de fin de programme a été réalisé par Elior, c'est cette affichette qui est mise, voilà, avec interdiction formelle d'entrée. Je sais que vous avez parfois besoin d'entrer dans une salle qui a été bio-nettoyée. Bon, normalement, ça ne doit pas se faire, mais bon, si nécessaire, ça veut dire que vous devez rentrer en ayant un masque, comme on l'a dit tout à l'heure, en ayant des gants et en portant des surchaussures. Voilà, donc la conclusion, c'est, vous l'avez compris, respecter les protocoles qui sont d'actualité, adapter l'ensemble des comportements des uns et des autres, tracer et signaler les dysfonctionnements et les événements indésirables. C'est important si on veut avoir des plans d'action, et il est important que tout dysfonctionnement soit signalé. Voilà, ça c'était la petite conclusion humoristique de la session. Merci Bonsoir. beaucoup, Isabelle et Agathe. Ben, votre conclusion, elle est parfaite parce qu'on avait justement une question sur le chat d'Amélie qui va pouvoir vous la poser en direct, je pense. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Oui, excusez-moi. Justement, au sujet des piercings, bijoux et vernis à ongles pour les patients, parce qu'on a parlé des soignants et du bloc opératoire, du matériel, je voulais savoir s'il y avait une tolérance, s'il y avait des textes, des recommandations qui avaient pu évoluer. Savoir si pour une chirurgie des membres inf, on pouvait simplement mettre des pansements sur des alliances, sur des piercings au niveau du nez, ou si les vernis semi-permanents étaient tolérés. Donc voilà, savoir s'il y avait eu des évolutions, s'il y avait des tolérances. Agathe, est-ce que dans la formation IBOD que vous avez eue, ça a été mentionné ou pas? Alors nous, on nous a toujours dit que pour les patients, tout ce qui était bijoux pouvait être justement un conducteur au niveau de tout ce qui est présence de bistouri électrique. Hein. Donc de retirer les bijoux au-delà de l'hygiène même. Puisqu'on fait attention même au niveau des appuis, donc c'est pareil pour tout ce qui est bijoux. Et pour tout ce qui est faux ongles, on ne nous en a pas parlé, mais en tout cas, on ne nous a pas donné de nouvelles recommandations. Les recommandations, c'est pas de vernis, pas de... Voilà, on en est resté là. Ouais. Voilà, je voulais savoir, parce que la formation d'Agathe est plus récente, mais effectivement, moi, je me tiens au courant et je n'ai rien vu passer non plus qui irait dans le sens de certaines autorisations. Je vous remercie. Vous avez des questions, n'hésitez pas. On a perdu un peu Agathe dans la présentation, donc Agathe, si vous avez des choses à rajouter. Oui, je crois que mon micro n'a plus marché, donc je ne sais même pas où on s'est arrêté, mais s'il y a des questions, parce que j'ai entendu qu'Isabelle reprenait la main, donc il n'y a pas de souci, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Après, je sais que les filles du bloc opératoire me disaient que c'était surtout lors de l'ouverture de salle des incompréhensions des fois. Est-ce qu'il y en a d'autres que l'hygrométrie ou c'est bon pour vous? Non, je pense pas. Je pense que c'est bon. Oui. Par contre, moi, j'avais une question par rapport au vernis. Justement, j'ai eu récemment plusieurs patientes qui étaient arrivées en pré-anesthésie avec des faux ongles. C'est le chirurgien qui a autorisé à ce qu'elles viennent jusqu'en salle de bloc, mais quelle doit être la conduite à tenir si ça se reproduit.
elles peuvent pas être récusées, j'imagine, mais elles sont prévenues en consultation. Les chirurgiens, a priori, vous prévenez les patients que les faux ongles ou les semi-permanents ne sont pas tolérés au bloc, mais si Alors ça nous là, arrive... pas du tout. Moi, je parle jamais de ça avec les patients. Ah d'accord. Après, je ne pense pas que lors de la consultation préopératoire se pose. Enfin, vous parlez vraiment de ça. Je pense que vous avez beaucoup de choses autres à expliquer. Mais j'imagine que dans tout ce qui est conduite à tenir en préopératoire, dans tout ce qui est douche préopératoire et donc tenue pour préparation du bloc, il doit y avoir noté pas de vernis, pas de faux angles, etc. Normalement, le protocole de l'établissement fournit un papier comme tel au patient. Après, c'est écrit dans les conduites à tenir, effectivement. Après, je pense que les infirmières d'ambulatoire et d'hospitalisation n'ont pas le matériel pour enlever le vernis semi-permanent. Parce qu'enlever un faux ongle, ça peut à la limite se décoller. Après, on peut abîmer l'ongle qui est en dessous. Mais sincèrement, dernièrement, il y a eu un semi-permanent qui était bleu nuit. Et mis à part le poncer, et concrètement, en pré-anesthésie, ce n'est pas possible de poncer le semi-permanent de la patiente. Ça aurait été un peu compliqué. Donc, je pense que même pour les infirmières d'ambulatoire ou d'hospitalisation, ça reste des sujets qui ne sont pas évidents quand la patiente elle arrive à 6h15 pour se faire opérer dans la foulée, quoi. Récemment, j'ai eu une patiente qui est arrivée jusqu'en salle d'intervention avec du vernis semi-permanent au pied. Elle venait pour se faire opérer d'un pied. On a dû retirer le vernis à l'aide de ciseaux avec le chirurgien en question. Après, libre au chirurgien aussi de refuser sa patiente si pour lui, l'hygiène n'est pas en adéquation avec ce qu'il avait demandé et les précautions qui lui ont été demandées. Après, nous, on le signale, elle connaît les conséquences puisqu'il y a un risque infectieux qui est majoré. Elle n'a pas envie d'en tenir compte, à voir avec le chirurgien si lui veut faire son intervention ou pas dans ces conditions. Et puis voilà. Justement, la patiente avait l'air de dire qu'elle n'avait eu absolument aucune recommandation vis-à-vis du vernis. C'est peut-être quelque chose qu'on va rajouter sur les feuilles de préparation, notamment dans la partie de nettoyage avec la bétaline. Et on peut rajouter que ça doit être appliqué sur une peau nettoyée de tout et sur des ongles nettoyés de tout, quoi. On va préciser. C'est vrai que c'est de plus en plus fréquent, donc peut-être qu'il faut qu'on porte ça par écrit. Juste au-delà de l'hygiène, par rapport à la saturation en oxygène au niveau des capteurs, c'est quand même... ça fausse aussi les capteurs. Il y a une patiente, elle avait 35 de SAT par rapport à son vernis qui était tellement opaque, alors que clairement, elle n'avait pas réellement 35 de SAT. Donc, au-delà de l'hygiène, ça pose aussi des questions de sécurité du patient, quoi. Se retrouver intubé pour un vernis, c'est effectivement dommage. Et je crois que nos secrétaires le signalent, il faut qu'on le vérifie, mais oralement, ce message-là, en tout cas, il est transmis par les secrétariats et par les infirmières qui accueillent les patients à leur arrivée. Mais effectivement, il faut redoubler de vigilance et rappeler ces consignes. Tout simplement mettre tout vernis semi-permanent ou faux ongles doivent être ôtés avant n'importe quelle chirurgie. Voilà, comme ça, pas de... Mais il me semble pourtant que les secrétaires le disent ou que c'est noté quelque part sur les feuilles, moi. Je crois que c'est noté, oui. Il faut qu'on le vérifie. Après, ça pose aussi, je crois, je ne connais pas très bien le coût de faux ongles, mais pour les patients, le fait d'enlever les faux ongles et de devoir les faire refaire après, ça a un certain coût. Et j'ai déjà entendu des remarques par rapport à ça. Mes ongles m'ont coûté très cher et pas envie de les enlever. Et puis c'est souvent très important pour elles. Oui. Il y a un autre élément qui est introduit dans la zone opératoire et parfois au très proche. On n'a pas du tout parlé, c'est le téléphone portable. Moi, ça m'a toujours paru assez étrange parce que je crois que c'est un des endroits les plus dégueulasses du monde. Donc,
Je pense que comme on se lave les mains à l'eau le matin, je pense que chacun pourrait passer son portable à la lingette une fois par jour, même si ça les abîme un peu et que ça vaut très cher. Ça me paraîtrait quand même assez hygiénique. Dans les études sur les prélèvements, les deux endroits les plus sales, c'est le téléphone portable et la cravate du docteur. Bon, sachant qu'on enlève la cravate au bloc, je pense que peut-être faire un petit truc pour les téléphones. Il y a aussi les claviers d'ordinateur. Entre deux interventions, les instrumentistes font des comptes rendus et nous, on est amené à utiliser l'ordinateur de temps en temps, de la même façon qu'on peut l'utiliser en salle. Je ne sais pas s'il y a, entre chaque intervention, vous nettoyez le clavier en salle d'opération. En revanche, nous, on se restérilise les mains quand même avant chaque. Et j'ai vu, alors je ne sais pas si vous avez une remarque là-dessus, Isabelle, mais on voit, c'est assez tendance en ce moment, pas mal de chirurgiens qui gardent leur première paire de gants entre les interventions. Alors, pareil, je m'interroge. Je ne suis pas sûr que le bain permanent sous le plastique soit bien efficace, mais je me suis posé la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que vous avez une idée? Non, non, j'ai pas je suis surprise, non, j'en ai pas entendu du tout parler. Donc, qu'est-ce qui est évoqué? Pourquoi? Je sais pas, je m'interroge. Mais je leur demanderai, peut-être qu'ils ont. Ils se changent et gardent leur première paire de gants. Ben, quand ils se déstérilisent, ils gardent la première paire. Et en fait, ils enlèvent la paire juste avant de se repasser les mains au. J'ai remarqué ça aussi. Ça me paraît étrange parce que c'est quand même. Enfin, sous le gant, on sait bien qu'au bout d'un moment, voilà, il y a une prolifération qui se fait. On met les mains dans un sac plastique quand même. Donc, Le gant devient poreux au bout d'une heure. Donc, systématiquement, normalement, au bout d'une heure, on est censé changer nos 2 paires de gants. Nos interventions sont très courtes, très bien exécutées. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'on commence à arriver dans les zones. On va faire le petit sondage, si vous voulez. Comme ça, si ça vous laissera peut-être le temps de réfléchir un peu. Alors, vous voyez le sondage apparaître? Non. 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 Pourquoi Non. ça ne marche pas? Tac, tac, tac. On va essayer comme ça. Peut-être que moi, je coupe de mon côté. Là, vous n'avez rien toujours. Non. Non, toujours pas. Non. Et nous, de notre côté, on ne peut pas l'afficher. Alors, relancer le sondage. Isabelle, est-ce que vous pouvez arrêter de partager votre écran? Bah oui, c'est ce que j'essaie de. Ah, ça y est, on le voit, le sondage. Ça y est, c'est bon. Parfait, c'était juste à relancer. On a fait un test avant. Alors, pour entrer au bloc opératoire, je dois changer de tenue, changer de chaussures, garder mes bijoux aux mains et réaliser une hygiène des mains. Donc, je vous laisse voter tranquillement. On est à 10 sur 12. Il y en a 2 qui n'ont pas encore fait voter. Ah, mais je pense que c'est Isabelle et. Oui. Ah, bah, vous avez le droit de voter, ça fera monter le. Ah. Voilà. Non, il manque toujours 2 votes. Ça prend peut-être un peu de temps à enregistrer. Moi, je n'ai pas accès au vote. C'est bon. Alors, les réponses que je vous laisse commenter, ça affiche là. Est-ce que vous validez ces choix? Alors, moi, Moi, j'ai pas de visu. Ah, pardon. Donc, on vous laisse commenter, monsieur. Voilà, vous les avez devant les yeux. Ouais. Je pense Merci. que tout le monde a tout bon. Le message est bien passé. Alors, on va passer à la question suivante. Tac. À quel moment je me lave les mains? On voit pas la. Après être allé aux toilettes, en cas de main visiblement souillée, en cas de contact avec un produit biologique d'origine humaine.
Allez, on met fin au vote puisque tout le monde a voté. Et là, c'est donc pareil, une unanimité sur les questions. Hop. On passe à la question suivante. À quel moment je me frictionne les mains? Avant un geste aseptique, après avoir touché un patient, entre deux interventions, quand j'ai le temps, au retrait des gants. Allez, il manque encore un votant ou une votante. Et c'est parti. Alors, là, il y a une toute petite divergence sur deux questions. Agathe, je vous laisse commenter si vous voulez. Donc, du coup, on se lave les mains donc, entre deux interventions, comme on a vu, si on n'a pas les mains souillées, avec une friction hydroalcoolique. Au retrait des gants, si on n'a pas de poudre au niveau des mains, puisqu'on a quand même des gants poudrés parfois. Donc là, à ce moment-là, il faudrait faire un lavage, un lavage simple, un lavage Au savon. Mmh. Et sinon, un lavage, s'il n'y a pas les mains souillées, au lavage, la solution hydroalcoolique. Après avoir touché un patient, oui, au moins comme ça, après, on peut repasser, puisqu'on ne passe pas, on ne donne pas des germes, c'est un vecteur. Et donc, les gestes aseptiques, on peut, ça dépend. Ça peut dépendre aussi le geste dans aseptique. Donc c'était Sylvie qui nous avait fait cette question. Normalement, voilà, il n'y a pas besoin tout le temps. On ne va pas se laver les mains constamment, sinon on ne s'arrête plus. Est-ce qu'il y a une... Là, c'était la friction des mains, hein. Attention. C'était pas le lavage, c'était la friction avec un produit hydroalcoolique. Oui, un produit hydroalcoolique. C'est pour ça, tant qu'on n'a pas les mains souillées, on peut le faire. Voilà, c'est ça, tout à fait. Entre deux patients aussi. Le retrait des gants, c'est pour ça que je précise, si jamais il y a des gants poudrés, à ce moment-là, il faut repasser un lavage des mains et non avec la solution hydroalcoolique unique. Et si c'est un geste aseptique, étant donné qu'il n'y a pas de germes, il n'y a pas non plus une nécessité constante de faire... Vous n'allez pas vous laver les mains dès que vous touchez un papier. Se laver les mains, on est bien d'accord. Mais une friction, oui. Alors, quand j'ai le temps, ce n'est pas forcément que quand j'ai le temps, mais quand on a le temps, on peut aussi se frictionner les mains. Alors, je crois qu'il ne faut pas trop le faire comme dans la journée, parce qu'on a tous vu que la répétition de l'application du gel hydroalcoolique pouvait quand même abîmer un peu les mains. Donc, il ne faut pas se passer sa journée non plus à se frictionner les mains. Alors, dans les produits hydroalcooliques, on a des émollients malgré tout. Ce qui est assez agressif, et alors je n'ai pas eu la question, je pensais peut-être que quelqu'un s'interrogerait pourquoi il faut attendre effectivement 10 minutes, enfin idéalement 10 minutes, je sais que c'est parfois compliqué à mettre en œuvre, mais 10 minutes entre le lavage et la friction. Alors, c'est parce que quand on applique une solution hydroalcoolique sur une main humide, c'est beaucoup plus agressif. Et la deuxième chose, c'est qu'on perd aussi de l'efficacité au niveau de l'efficacité du produit hydroalcoolique. C'est les deux raisons. Mais un produit hydroalcoolique sera plus agressif si les mains sont humides. C'est important, ça, pour vous qui en mettez tout au long de la journée. Voilà. Parfait, merci de prendre soin de nos petites mains. Et on va lancer la dernière question avant de se quitter. Cocher les règles de bonne conduite en salle d'opération. Donc, respect de la tenue vestimentaire, de la tenue imposée vestimentaire, limiter les allées et venues, limiter le nombre de personnes en salle et laisser la porte ouverte. Alors, pareil, là, ça répond du tac au tac. On voit qu'on est dans des choses connues par cœur. Hein. Tac, je vous partage les résultats. Donc, tout le monde est d'accord.
sur les réponses. Limiter le nombre de personnes en salle, normalement, c'est strictement réservé aux gens qui ont quelque chose à y faire. Alors, c'est vrai que des fois, on a des petites remarques quand on a des visiteurs ou des gens qui passent. Je vous rappelle quand même que dans la clinique, on a quand même assez peu de visiteurs en salle. Pour avoir voyagé un peu dans le monde, il y a des endroits où il y a 20 personnes en salle d'opération. Par exemple, les pays asiatiques, nous, on prend quand même beaucoup moins de risques qu'eux. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention au nombre de personnes. Bien, je crois qu'on va mettre fin à cette intéressante session qui, je pense, vous a rappelé beaucoup de choses que vous connaissez, mais qui a permis de bien les mettre au carré. C'est toujours bon de rappeler les choses essentielles. Je remercie Isabelle, Agathe et Sylvie d'avoir pris le temps, parce que ça prend toujours le temps de préparer ces choses-là. Ça peut prendre aussi un peu d'énergie et un peu de stress. Donc, merci à vous d'avoir fait cette présentation très claire. Et puis, rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine session. Pierre-Henri, je te laisse conclure avant que tout le monde puisse profiter du reste de sa soirée. Non, merci à tous de votre participation. Je pense que les choses se mettent en place. Les topos sont intéressants. Celui de ce soir était très clair, très pragmatique, répondait à beaucoup de questions. On a eu le temps de discuter après. Donc, pour ma part, je me réjouis beaucoup de cette formation et on peut reprendre le dialogue d'ailleurs sur place au bloc opératoire avec Agathe qui est là, avec Isabelle dans les couloirs de la clinique. Enfin, je crois qu'il ne faut pas hésiter à donner des prolongements à ces discussions dans nos vies professionnelles au quotidien. Donc, merci à tous, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.